En faisant la miniature de la vidéo, je me suis rendu compte que sans faire exprès, on était sur une thématique couverture plutôt sombre. Autant dire que ça donne un petit peu l'ambiance globale des romans dont je vais vous parler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bon vieux point lecture des familles, très classique mais ma foi je trouve très important. Et comme je le disais, aujourd'hui on va donc partir sur des lectures plutôt assez noires, parfois même un peu déprimantes, voire pour certaines carrément flippantes. Et je suis au regret de vous le dire d'ores et déjà, malheureusement, il n'y a pas eu que des réussites dans la sélection du jour. Loin de là même. Alors, comme d'habitude, je vais prendre les romans du jour dans l'ordre tout simplement dont ils sont disposés devant moi. Et c'est pourquoi je débuterai donc par Les Nuits de la Peur Bleue d'Éric Foissier aux éditions Le Livre de Poche, qui n'est ni plus ni moins que le 3e tome de la saga du Bureau des Affaires Occultes. Alors, pour ce qui est de vous faire un résumé de l'histoire, je vous dirais juste que, comme d'habitude, on va retrouver notre protagoniste principal qui se nomme Valentin Verne et que dans ce 3e tome, nous sommes toujours à Paris où sévit une épidémie de choléra qui semble cibler plus particulièrement certaines personnes. Sauf que ces personnes ne meurent pas seulement du choléra qu'elles avaient attrapé, mais se font avant ça zigouiller, poignarder et surtout, eh bien, on vient leur prélever certains organes. Alors, mystère et boule de gomme, pourquoi assassiner des personnes qui de toute façon sont vouées à décéder ? C'est bien sûr sur cette question et sur d'autres que Valentin Verne va enquêter. Alors comme je le disais, il s'agit donc du 3e tome de la saga du Bureau des Affaires Occultes. Et malheureusement, je crois que depuis ma lecture du tout premier tome, eh bien mon intérêt et mon amour pour cette série n'a fait que décroître. Le problème principal que j'ai eu avec ce titre-ci, c'est que globalement, je me suis pas mal ennuyée. Alors, je veux bien reconnaître que je n'étais peut-être personnellement pas toujours dans les meilleures conditions et avec le meilleur niveau de concentration requis pour la lecture de cette histoire, mais malgré tout, je trouve objectivement que l'enquête même au cœur de ce tome-ci était un peu molle et bien souvent un peu trop diluée au milieu d'autres trames narratives. En réalité, je pense que je vais avoir un peu de mal à vous parler de ce roman parce qu'après avoir terminé ma lecture, je me rends compte que vraiment, j'en ressors avec assez peu de souvenirs et même, je dirais, avec une impression globale de gros flou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qui m'avait attiré en premier lieu lors de la lecture du résumé, c'était de savoir qu'on allait y parler du choléra. Et au final, je trouve que cette thématique est quand même pas mal reléguée au second plan, voire carrément à l'arrière-plan. Je m'attendais vraiment à vivre en tant que lectrice cette épidémie au cœur de Paris avec toute la panique et le bouleversement que ça a pu provoquer, mais aussi avec l'angoisse que cela peut faire naître chez tout à chacun. Et au final, c'est pas ce que j'ai lu. En réalité, j'ai bien plus appris sur le choléra en lisant la postface de l'auteur à la fin qu'en lisant le roman lui-même. Vous conviendrez que c'est quand même plutôt dommage. L'enquête en elle-même, pour moi, manquait de construction, de cohérence et d'entrain. J'ai vraiment trouvé que tout partait un peu dans tous les sens, tout était au global un peu trop flou pour en plus de ça terminer sur une résolution que j'ai trouvée un peu trop facile et rapide. Déjà dans le second tome qui s'intitulait Le fantôme du vicaire, j'avais malheureusement deviné le pourquoi du comment bien avant l'annonce, en tout cas de la révélation finale. Et malheureusement, là encore, dans ce 3e tome, la fin a été beaucoup trop prévisible à mon goût. Personnellement, en tout cas, ça n'a pas du tout été une surprise. En plus de ça, à titre personnel, je vous avoue que je n'en peux plus de ce procédé narratif, que ce soit d'ailleurs dans les livres ou dans les films,
qui veut que notre grand méchant bourré d'orgueil prenne le temps à la fin d'expliquer par le menu tout son plan diabolique avant de potentiellement du coup éliminer le témoin gênant. C'est vu et revu. En plus de ça, ce n'est pas crédible une seconde et personnellement, je trouve que ça fait totalement retomber la tension comme un bon gros soufflet qui se casse la gueule. En fait, je me suis rendu compte que de façon globale, cette saga présentait beaucoup plus d'intérêt en termes de romans historiques que de romans policiers. Et c'est vrai que personnellement, étant une lectrice beaucoup plus amatrice de thrillers et de romans policiers que de romans historiques, forcément, par la force des choses, je ne peux qu'être un peu déçue. Par contre, pour ce qui est du fait de la grande histoire qui rejoint la petite histoire, c'est vrai que j'ai été quand même particulièrement ravie de tout d'abord retrouver dans ce 3e tome le personnage de Vidocq qui est déjà introduit dans le tome précédent mais qui est beaucoup plus présent ici, et également d'y découvrir le personnage de George Sand. Même si parfois j'ai quand même un peu eu l'impression que l'auteur avait utilisé George Sand un peu comme une espèce de caution féministe de son roman et qu'au final j'ai trouvé que sa présence était presque anecdotique, je suis malgré tout très contente qu'elle ait été présente dans l'histoire et que surtout j'ai pu en apprendre un peu plus sur cette grande figure de l'histoire et de la littérature. Côté protagoniste, on en apprend un peu plus dans ce tome sur le passé d'Aglaé, même si là encore c'était trop peu à mon goût et si malheureusement en plus de ça, ça n'a pas renforcé, je dirais, mon attachement à ce personnage. Et puis, malheureusement, il n'y a rien à faire, j'ai toujours autant de mal avec le personnage de Valentin Verne. Il n'y a rien à faire malgré son passé, malgré ses failles. Je n'arrive pas à m'attacher un tant soit peu à ce perso. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il me fait ni chaud ni froid, voire par moments, il a presque même plutôt tendance à m'insupporter. Alors, je ne peux nier que ce roman est bien écrit, hein. On sent complètement que l'auteur a de sacrées connaissances en termes de médecine, de biologie, qu'il sait complètement adapter sa plume aussi à la temporalité. Dans le genre, j'ai par exemple adoré les passages dans lesquels on va être en présence de certaines petites gens dont le langage oscille entre argot des rues et titi parisien, parce que je trouve vraiment que ce sont ces passages-là qui sont extrêmement immersifs, qui donnent du corps et de la vie au récit. Mais malgré ces qualités d'écriture indéniables, je ne peux nier et oublier le fait, comme je vous le disais, que je me suis malgré tout beaucoup ennuyée durant ma lecture. Je ne pense donc pas que personnellement je lirai la suite de cette saga. C'est vrai que si je dois faire un parallèle avec la saga autour du personnage de Gabrielle Joly écrite par Henry Levenbrück, que j'ai déjà à juste titre comparé plus d'une fois à cette saga-ci parce que tout simplement les deux sagas ont énormément de points communs, de points similaires, et bien je dois reconnaître que je continuerai avec beaucoup de plaisir à contrario la saga de Gabrielle Joly parce que je la trouve beaucoup plus équilibrée en termes d'historique, de suspense et de divertissement, et en plus de ça, il faut reconnaître que j'ai un énorme attachement au personnage de Gabrielle Joly que je n'ai pas du tout avec le personnage de Valentin Verne. Et forcément, ça change la donne. Les Nuits de la Peur Bleue, comme d'ailleurs globalement tout le reste de la saga que j'ai pu lire, est donc un roman que personnellement je recommanderais beaucoup plus aux lecteurs férus de romans historiques, plus que de thrillers et de romans policiers. Vous l'aurez donc compris, pour ma part, je pense que pour la suite, je vais tout simplement passer mon tour et retourner plutôt en compagnie de Gabrielle Joly. Même si c'était bien écrit, j'avoue que pour moi, ça l'a quand même moyennement fait. Pour la suite de ce point lecture, je vous propose de continuer avec un voyage dans les terres glaciales islandaises, puisque j'ai ensuite lu Étrange rivage de
Arnaldur Indridason aux éditions Le Cercle Point. Ce roman est un des tomes de la saga autour du personnage d'Erlendur, qui est donc un flic qui officie à Reykjavik. Ne me demandez pas quel tome est-ce dans l'entièreté de la saga, quel est son numéro, je ne le sais plus du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tome tout de même un peu, je dirais, particulier dans l'entièreté de la saga, parce que dans celui-ci, on va retrouver un Erlendur qui retourne sur les terres de son enfance, qui ne va pas vraiment enquêter, en tout cas pas pour le compte de la police, mais qui va plutôt essayer de faire la lumière sur la disparition d'une femme qui s'est donc déroulée lorsque lui-même était tout petit, je crois, dans le coin donc où il a grandi, et en parallèle de ça, il va également essayer d'avoir enfin un peu plus d'éléments sur la disparition de son petit frère, parce que les deux, une nuit, étaient partis en compagnie de leur père, comme ça, pour aller randonner ou je ne sais plus quoi, et malheureusement, à cause d'une tempête, ils se sont perdus, et seul Erlendur est revenu. Malheureusement, on ne sait pas ce qui est advenu de son petit frère, il n'a absolument jamais réapparu. Donc on va être vraiment sur... ouais, des enquêtes comme ça, un petit peu en dilettante, dans lesquelles on va revenir énormément sur le passé, mais que ce soit donc le passé de cette femme ou le passé plus personnel d'Erlendur. Donc ouais, un tome de la saga et en même temps, je dirais, un tome un petit peu à part. Arnaldur Indridason est un auteur que j'aime tout particulièrement, et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'en termes de polar nordique, personnellement, pour l'instant, je pense que je n'ai pas tout à fait trouvé mieux que lui. Malheureusement, avec Étrange Rivage, je pense que je suis tombée sur un os. Parce qu'en effet, je pense pouvoir dire que je tiens là ma première déception avec cet auteur. Alors, non pas qu'il est entre deux oublié comment bien écrire, non, je ne reviens pas là-dessus, c'est effectivement très bien écrit. C'est juste que, là encore, malheureusement, je me suis énormément ennuyée. Alors, vous me direz, en même temps, les polars nordiques ne sont tout de même pas réputés pour être des page-turners. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que, généralement, ce sont des romans dans lesquels on travaille énormément l'ambiance, qui ont quelque chose de très lancinant, dans lesquels, je dirais, l'aspect social, voire même sociologique parfois de la population est très mis en avant. Et justement, d'habitude, c'est exactement ce qui me plaît dans cette littérature. Donc, sans surprise, dans Étrange Rivage, on retrouve énormément de descriptions de paysages désolés, voire carrément désertiques, dans lesquels le froid peut tuer, mais aussi de descriptions de situations dans lesquelles l'être humain est poussé dans ses ultimes retranchements par la nature. Et c'est intéressant, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour moi, le ratio, je dirais, avec l'enquête n'était pas bien équilibré. Pour ma part, il y avait beaucoup trop de passages dans lesquels malheureusement je me suis assez vite ennuyée et pas assez d'enquête pure et même de dialogue. D'autant que j'ai trouvé les dialogues et les échanges entre les différents personnages bien souvent assez creux et aussi assez redondants. En fait, pour tout vous dire, j'ai vraiment eu ce sentiment à la lecture que l'auteur avait une petite idée de base comme ça qui aurait pu donner lieu à un très bon roman de 200 pages, mais que sa maison d'édition lui avait demandé un roman plus important en termes de nombre de pages, et que du coup il s'était retrouvé à faire un peu du remplissage. Alors c'est très probablement pas du tout ce qui s'est passé, hein, mais c'est vraiment le ressenti en tout cas que moi j'ai eu à la lecture. Comme je le disais, hein, dans Étrange Rivage, on va donc suivre Erlendur qui va revenir sur les terres de son enfance, non seulement pour enquêter sur son propre passé tragique, mais aussi donc pour faire la lumière sur la disparition de cette femme qui a eu lieu 50 ans plus tôt. Et je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre les motivations de notre flic à ce sujet-là.
Il part donc à l'assaut de ce mystère un peu en dilettante et sans rien d'officiel, si bien que, à part tenter un peu par tous les moyens de faire parler des petits vieux pour en apprendre plus, et bien finalement, il arrive assez rapidement au bout de ce qu'il peut faire, ce qui conduit, je pense, au fait que l'on tourne assez rapidement en rond. Comme souvent dans la littérature islandaise, vous l'aurez compris, on va donc revenir sur le passé pour tenter de faire surgir une vérité, parce que les habitants de cette région sont bien souvent extrêmement taiseux et pudiques. Malheureusement, la fin et la résolution de ce mystère étaient pour moi beaucoup trop simples et prévisibles. Là encore, vraiment, j'ai l'impression que les défauts que j'ai pu vous dresser des Nuits de la Peur Bleue sont grosso modo les mêmes que j'ai pu rencontrer dans Étrange Rivage. De plus, il y a toute une partie du récit de la nuit où cette jeune femme a disparu, dont on parle énormément au début de l'histoire, tant c'est si bien que forcément on s'attend à ce que cela ait un intérêt à un moment ou à un autre par rapport au mystère en question, alors qu'au final cet élément était totalement gratuit, ce qui fait que je n'ai, je vous avoue, absolument pas compris pourquoi l'auteur en avait fait mention. Mais alors vraiment pas du tout. Si ce n'est peut-être, là encore, comme je le disais, pour faire du remplissage. Au final, sans surprise, j'ai envie de dire, ce qui m'a clairement le plus intéressé dans cette histoire, c'est tout ce qui concerne la disparition du jeune frère d'Erlendur. Malheureusement, ce n'est absolument pas la partie la plus importante du récit. Alors oui, du coup, ça permet d'en apprendre plus sur ce personnage central et récurrent de la saga, mais vraiment, là encore, à ce sujet, j'en aurais voulu beaucoup plus. Étrange Rivage est donc, comme je le disais, un tome un peu à part de la saga d'Erlendur, et même presque un livre un peu à part dans la bibliographie d'Arnaldur Indridason, qui aborde plusieurs thématiques, mais dont la principale pour moi reste donc la thématique du deuil. J'ai vraiment apprécié en cela, je dirais, les 40 dernières pages du livre et tout ce qu'elles peuvent apporter de messages et de réflexions par rapport à cette thématique. Malheureusement, je ne peux oublier globalement l'ennui que j'ai pu ressentir durant tout le reste de ma lecture. Attention également, parce que comme je le disais, étant donné qu'il s'agit d'un tome d'une saga, assez naturellement, il y est parfois fait mention de certaines enquêtes qui sont arrivées avant dans la saga, et pas seulement des enquêtes, mais aussi des résolutions de celles-ci. Donc sachez que potentiellement vous pouvez vous faire un peu spoiler des tomes précédents. Pour moi, Étrange Rivage est donc un titre qui peut être intéressant pour ce qui est de creuser un petit peu plus le personnage d'Erlendur, mais ce n'est clairement pas pour moi un tome qui est indispensable. Et en plus de ça, vraiment, à ce jour, je pense que c'est surtout le titre que j'ai le moins apprécié de l'auteur. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour ma part, c'était là encore plutôt une déception. Et comme bien souvent, lorsque je suis dans un mood plutôt bof-bof côté lecture et que j'enchaîne comme ça les titres qui ne me captivent pas particulièrement, voire qui sont même plutôt déceptifs, eh bien, histoire de me relancer un petit peu, j'ai tendance à vouloir, en toute logique, j'ai envie de dire, me reporter sur des valeurs sûres, entre guillemets, et donc... Qui dit valeur sûre dit, je pense que vous l'aurez deviné, auteur chouchou, et en termes d'auteur chouchou, eh bien le number one reste bien sûr Stephen King. C'est pourquoi j'ai donc, après tout ce marasme de lecture très moyenne, jeté mon dévolu sur Nuit Noire, Étoile Morte de Stephen King, donc aux éditions bien sûr, le livre de poche. Et je vous avoue qu'il y a un moment vraiment que ce recueil de nouvelles me faisait de l'œil, parce que oui, je le précise tout de suite, il s'agit non pas d'un roman, mais d'un recueil de nouvelles, parce que tout simplement, j'en avais entendu par le passé énormément de bien, et ouais, c'est vrai que c'est un titre qui revenait assez souvent
en des termes plutôt élogieux. Vraiment, j'avais très hâte de découvrir celui-ci. C'est donc chose faite. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai tendance à dire que habituellement, je préfère Stephen King plutôt dans ses romans que dans ses recueils de nouvelles, même si je reconnais qu'il est aussi tout à fait capable d'exceller dans le format nouvelle. Et, eh bien, ce fut clairement le cas avec ce recueil-ci. Oui, vous l'aurez compris, mon choix a donc fonctionné. J'ai enfin pu casser cette série de lectures plutôt moyenne avec, pour moi, une très belle réussite. Il faut dire que c'est aussi dans ce type de format de nouvelles que je préfère Stephen King, à savoir dans des nouvelles très longues, qui sont d'ailleurs presque plus pour moi des romans courts, que King d'ailleurs appelle plutôt des novellas, comme c'était par exemple le cas dans différentes saisons, que dans des nouvelles courtes, voire très courtes, comme pour le coup c'était plutôt dans le cas avec le recueil Danse macabre. Celui-ci est donc composé de, alors à la base 4 nouvelles, mais au final il y en a 5. Mais de ce que j'ai pu comprendre, la 5e a été rajoutée lors d'une réédition puisqu'elle se situe après la postface et que le résumé nous parle bien de 4 nouvelles. Donc bon, je vais vous parler du coup bien sûr des 4 nouvelles principales, mais aussi de la 5e qui est venue en Suisse à la fin. La première nouvelle s'intitule donc 1922. C'est une nouvelle qui est écrite sous la forme d'une espèce de très longue confession d'un homme qui a tué sa femme avec l'aide, on va dire, de son jeune fils de 14 ans. Et par de nombreux aspects, cette histoire m'a beaucoup fait penser à Dolores Claiborne, qui, si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, est, je pense, clairement l'un de mes King préférés. Je ne sais pas non plus si c'était une volonté propre de l'auteur ou non, mais la fin, quant à elle, m'a énormément rappelé le roman La Métamorphose de Kafka, que j'ai lu il y a bien longtemps. Là encore, je pense qu'on est sur pas loin d'une vingtaine d'années. C'est une nouvelle que j'ai trouvée parfaitement bien menée, que ce soit dans la construction narrative en elle-même, mais également dans l'instauration progressive de la culpabilité, de la folie et de la déchéance. C'est une histoire, je vais pas vous mentir, très triste, très plombante, avec une relation parent-enfant qui est, je dirais, un schéma pour le coup assez récurrent chez Stephen King, et par contre avec aussi une époque qui pour le coup est assez peu exploitée par l'auteur, puisque on se situe, comme le titre l'indique, au début du XXe siècle, en 1922, vous l'aurez donc compris. Toute cette ambiance violente, sombre et paranoïaque est, je trouve, très bien renforcée par le fait qu'au milieu de tout ça, King est venu positionner une très jolie histoire d'amour qui, petit à petit, on le sent, se fait engloutir comme ça par toute cette noirceur. Attention par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, ne lisez peut-être pas cette nouvelle si vous avez la phobie des rongeurs et des détails sanglants, parce qu'il est quand même beaucoup question de rats, de cadavres et de corps abîmés. Donc oui, on peut dire que dans le genre histoire un peu cradouille à la King, elle est tout de même pas mal. Mais ce côté un peu cracra mis à part, je trouve vraiment que c'est une nouvelle parfaitement bien réussie. Ensuite vient donc la seconde nouvelle de ce recueil qui s'intitule Grand chauffeur, et là, waouh, quelle claque! Vraiment, personnellement, gros coup de cœur pour cette nouvelle-ci. C'est sans aucun doute possible, pour ma part, l'une des meilleures et des plus mémorables nouvelles de King que j'ai pu lire jusque-là. Et je commence à en avoir lu pas mal. Attention par contre, là encore, petit trigger warning, parce que cette nouvelle, je dirais, parle, peut-être pas en majeure partie, mais en tout cas pour une grosse partie de l'histoire, de viol. Un sujet donc extrêmement difficile, d'autant plus que
King, comme à son habitude, il va pas par quatre chemins et peut être parfois extrêmement cru, je dirais, dans ses propos et dans ce qu'il nous raconte. Mais une fois de plus, j'ai trouvé l'auteur complètement bluffant de justesse et de réalisme lorsqu'il parle donc au nom d'une femme, alors que pourtant lui-même est un homme. J'ai absolument tout aimé, je pense, dans cette nouvelle. L'auteur y fait de nombreuses références à la littérature et au cinéma d'horreur, et à juste titre. Et on ne parle pas de l'horreur provoquée par des créatures fantastiques comme on se l'imagine bien souvent dans l'univers de Stephen King. Non, pas du tout. Là, on est vraiment dans l'horreur qui peut naître du quotidien d'absolument n'importe qui, provoqué par un être de chair, tout ce qu'il y a de plus humain. Il n'y a pas à dire, Stephen King sait parfaitement dépeindre l'être humain poussé dans ses retranchements les plus extrêmes. Cette nouvelle, c'est une histoire qui se fait là encore de plus en plus sombre, dans laquelle la folie s'installe petit à petit comme une sorte de pansement un peu dérisoire au choc post-traumatique. Et en cela, j'ai retrouvé un peu le même mécanisme que l'on avait du coup dans la première nouvelle, qui est donc 1922. C'est une histoire de tripes, de douleur et de survie. Vraiment, j'ai trouvé cette histoire d'une intelligence et d'une finesse folle. Et alors, la fin a terminé de complètement me retourner le cœur. Et quand je dis ça, c'est pas pour le côté ça m'a foutu la gerbe, non. Ça m'a complètement chamboulé et fait chavirer le cœur plutôt. C'est donc pour moi un petit bijou à la King qui en plus de ça met en avant un personnage de femme auteure que j'ai trouvé absolument mémorable. Vraiment, je ne suis pas prête d'oublier cette femme-là, d'oublier tout ce qu'elle a vécu, d'oublier ce que ça a pu provoquer chez elle. C'était vraiment une histoire que je ne suis vraiment pas prête d'oublier. Après donc cette claque monumentale vient la nouvelle extension Claire, qui est une nouvelle beaucoup plus courte que les deux premières, mais qui reste, ma foi, là encore, tout à fait qualitative. Elle traite je dirais, de l'envie, de la cupidité, mais aussi du côté parfois extrêmement arbitraire de la vie. Et là encore, si vous avez l'habitude de lire King, je pense que vous aurez compris que ce sont des sujets qui reviennent globalement assez souvent dans l'entièreté de son œuvre. C'est une nouvelle cynique, voire même un peu acide par moments, avec un personnage central assez neutre qui, au final, apparaît comme plutôt détestable et qui incarne parfaitement bien, je trouve, cette partie potentiellement débectante, je dirais, qui prend part en chacun d'entre nous. Alors, contrairement aux deux premières nouvelles qui sont extrêmement réalistes, celle-ci a tout de même un petit côté fantastique. Et c'est peut-être du coup ce qui fait que ça restera la nouvelle que j'ai le moins, on va dire, appréciée dans ce recueil, parce que je trouve que par moments, Stephen King n'a pas forcément besoin de faire appel au fantastique ou au surnaturel pour révéler tout le potentiel de noirceur de l'être humain. Et là, c'était un peu le cas. Je trouve que cette part de fantastique n'apporte rien vraiment de plus par rapport à l'histoire, ou en tout cas qu'il aurait pu faire sans, et que l'histoire globale n'aurait pas été moins impactante pour autant. Et enfin, ce recueil, normalement, se clôture sur la 4e nouvelle qui, elle, s'intitule Bon ménage. Et avec cette nouvelle, on bascule de nouveau dans le quotidien d'une famille américaine lambda extrêmement classique, puisque donc dans cette 4e nouvelle, on va suivre une femme qui est en couple depuis, je crois, à peu près 30 ans et qui un jour, par hasard, va tout simplement découvrir que son mari est en réalité un tueur en série particulièrement sadique. Et cette nouvelle a un pouvoir, je dirais, anxiogène et stressant assez incroyable.
Je le redis, hein, mais pour moi, Stephen King n'excelle jamais autant que lorsqu'il arrive à transformer comme ça le quotidien de monsieur et madame tout le monde en cauchemar inimaginable et sans fin. Cette espèce de chute dans un puits sans fond qui nous terrifie tant parce que malheureusement elle est tout à fait plausible et qu'il est tout à fait possible que chacun d'entre nous voit un jour comme ça sa vie basculer totalement du jour au lendemain. C'est une nouvelle qui appelle aussi beaucoup, je trouve, à réfléchir sur la question de la justice, que ce soit la justice pénale ou la justice morale. Et puis en plus de ça, petite cerise sur le gâteau avec une fin que j'ai trouvée juste parfaite. Donc ouais, je pense que deuxième petit coup de cœur dans ce recueil pour cette 4e nouvelle. Et puis donc comme je le disais, arrive à la toute fin une dernière 5e nouvelle qui je pense a été en réalité rajoutée par la suite lors d'une réédition parce qu'elle se trouve donc après la postface. Une dernière nouvelle qui s'intitule À la dure, qui est pour le coup beaucoup plus courte que les 4 précédentes. Cependant, bien qu'elle soit beaucoup plus courte que les autres, je l'ai trouvée là encore tout à fait réussie. Une nouvelle aussi belle que terrifiante, avec en plus de ça un twist que je n'avais pas vu venir et qui a complètement chamboulé ma lecture. Je comprends totalement pourquoi cette nouvelle a été rajoutée dans ce recueil, parce que là encore, c'est une histoire de quotidien qui dérape tout à coup, d'humains lambda qui vrillent et, oh mon Dieu, mais que King sait parfaitement décrire la folie, le désespoir, et ce passage de Dr. Jekyll à Mr. Hyde qui arrive non pas à cause d'une expérience foirée là pour le coup, mais vraiment à cause tout simplement des aléas de la vie. Donc oui, une nouvelle pour terminer beaucoup plus courte que les autres, mais qui malgré tout reste particulièrement efficace, impactante et qui une fois de plus nous plonge vraiment dans ce quotidien, mais waouh, complètement cauchemardesque, complètement étouffant, j'ai envie de dire. Vous l'aurez donc compris, Nuit Noire, Étoile Morte est donc une très très bonne lecture, un très bon recueil de nouvelles que j'ai autant adoré, si ce n'est plus que différentes saisons ou encore si ça saigne. Je peux même dire, c'est certain, que ce fut un petit coup de cœur parce que j'ai trouvé ici Stephen King particulièrement efficace, que ce soit dans la maîtrise de cette mise en place de l'angoisse, voire même par moments carrément de l'horreur, mais aussi par la construction même de ces histoires et de la psychologie de tous ces protagonistes. Par contre, sachez-le, c'est un recueil de nouvelles très sombre, si ce n'est d'ailleurs le plus sombre que j'ai pu lire de lui jusque-là, dans lequel, en plus de ça, comme je le disais, il n'y a pas forcément de questions de surnaturel ou de fantastique, si ce n'est donc cette petite touche dans la nouvelle Extension Claire, mais bon, ça s'arrête là. Une fois de plus, King a donc mis en lumière toute la monstruosité de l'être humain, mais aussi et surtout, et c'est d'ailleurs ce qui personnellement m'intéresse le plus, toute, je dirais, son ambiguïté et son ambivalence. C'est donc un recueil de nouvelles que j'ai adoré, que, croyez-moi, je ne suis pas prête d'oublier, mais qui, par contre, soyez prévenus, remue pas mal le lecteur et vous plongera, c'est certain, vraiment dans les profondeurs sombres de l'âme humaine. Je peux pas dire mieux. Une superbe réussite donc pour ma part et je n'ai envie de dire qu'une seule chose, c'est merci Monsieur King. Vraiment merci parce que ce fut un petit bijou de noirceur que je relirai d'ailleurs à l'occasion avec beaucoup de plaisir et qui va donc gentiment aller rejoindre tous ces petits copains qui l'attendent derrière dans ma bibliothèque. Bien, comme vous l'aurez vu une fois de plus, malheureusement, je n'ai pas toujours la main très heureuse en choisissant mes lectures, mais heureusement pour moi, généralement, j'arrive toujours à trouver du réconfort chez mes auteurs chouchous. En tout cas, là, heureusement, ce fut le cas.
J'espère du coup que mes avis du jour vous auront été utiles et si vous avez lu ce recueil de nouvelles de King, je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour sur la question, sur ce livre, parce que ce n'est vraiment pas un King que l'on voit régulièrement passer. Donc voilà, de toute façon, de façon globale, vous le savez, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires parce que j'adore discuter bouquins avec vous. Et aussi parce que c'est l'essence même, je dirais, de la vie de cette chaîne. Comme d'habitude, j'espère donc que mes avis vous auront été utiles et que potentiellement je vous aurai aussi apporté un petit moment de divertissement sympathique. Si c'est le cas, dites-le moi en mettant un petit pouce levé. Et puis moi, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!